Salut Julien. Alors Gaël, tu es entrepreneur, tu es spécialisé sur les questions de souveraineté. Alors je te présente rapidement, tu as passé, 15 ans dans le conseil en technologie. Ouais, Tu as c'est ça. lancé, des tas de projets, enfin tu as géré des tas de projets. Tu as lancé également, des fonctionnalités liées à la souveraineté, lorsque tu étais chez Google, puisque Ouais, tu es un ancien de Google. exact. Et tu es là aujourd'hui parce qu'en fait, eh bien, tu es un spécialiste donc des questions de souveraineté, alors qui est un sujet, tout à fait structurant, actuellement, et tu lances une start-up qui s'appelle Sovereignty dont tu vas nous parler. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, jusque-là, tu as tout bon. Donc ouais, bientôt 20 ans de carrière, une bonne partie passée dans le conseil, mais j'ai aussi travaillé, chez un groupe du CAC 40 et puis j'ai eu en effet des expériences chez des éditeurs de logiciels, donc Microsoft et Google et donc j'ai quitté Google, l'année dernière, à l'été dernier 2025. Voilà, pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et puis, continuer de faire ce que je faisais, déjà dans ma précédente entreprise. Moi, je travaille sur la souveraineté numérique depuis, 2019, donc c'est pas tout récent, mais j'ai voulu le faire avec, un modèle un petit peu différent. Voilà. Très bien, donc tu vas nous en dire plus. Alors comme je le disais au départ, la souveraineté, c'est vraiment un sujet structurant, surtout actuellement, bon, avec, les tensions que connaissent les relations entre l'Europe et les États-Unis. Et justement, au niveau de l'Europe et de nos entreprises tech ou de nos entreprises tout court d'ailleurs, je suis tombé sur une donnée, qui est assez emblématique. Alors je veux pas être réducteur, mais quand même cette donnée, elle est, quand je dis emblématique, c'est l'âge moyen des entreprises du CAC 40 qui est d'une centaine d'années, 112 ans, alors que celle du S&P 500 aux États-Unis, c'est 15 ans. Ouais, Donc, il y a un gap qui est assez frappant. On a en Europe, des ingénieurs de classe mondiale puisqu'on a, justement beaucoup de Français, chez les GAFAM, à San Francisco et ailleurs. ouais, On a des prix Nobel régulièrement, dernièrement d'économie. ouais, On a des écoles, de très grande qualité, des ouais. écoles d'ingénieurs, des business schools. Donc qu'est-ce qui, selon toi, nous retient finalement, alors qu'on a le marché unique, alors qu'on a, toutes ces caractéristiques, je dirais très positives? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas nous aussi à avoir des hyperscalers? Alors je pense que, tu vois, il y a plusieurs facteurs. La version courte que j'aime bien donner, pour, quand tu as pas le temps, c'est de dire, va lire le rapport Draghi. Donc c'est le rapport qui a été fait par Mario Draghi, en 2024. En fait, il a fait une analyse de la compétitivité de l'Europe et je trouve que c'est un document qui est assez intéressant parce que même s'il est long, il fait un peu plus de 40 pages, en fait, il résume assez bien, en fait, l'état de l'Europe, une différence en termes d'investissement, une différence en termes de compétitivité, une différence en termes de croissance entre l'Europe et les États-Unis. Et en plus, il y a aussi le sujet des chantiers qui sont à venir, sur les prochaines années. Bon, il y a le numérique dont on va parler, il y a, le changement climatique, il y a aussi les investissements en matière de défense et de sécurité. Donc il y a pas mal de choses. Après, les raisons que les gens citent pour faire la différence entre les États-Unis et la France ou l'Europe, on parle souvent, d'un accès au capital qui est un peu plus compliqué. On a aussi une vraie différence dans la culture du risque. Donc moi, j'ai travaillé avec les Américains, tous les jours, pendant plusieurs années et il y a clairement une différence, culturelle qui est non négligeable. Après, tu sais, tu parlais du marché unique et souvent les gens disent: «Oui, mais on a un marché unique», c'est vrai, mais en même temps, c'est très fragmenté l'Europe. Ça, c'est une différence avec les États-Unis. Tu as une bonne idée aux US, tu as, théoriquement accès tout de suite à 300 millions d'utilisateurs. Tu as une bonne idée, en France, tu dois ensuite après essayer de t'étendre, vers 27 autres pays. Mais moi, après la fragmentation, je la vois pas forcément comme une des raisons, principales. Parce qu'on pourrait pas forcément se dire qu'il faudrait qu'il y ait, tu vois, moins de pays ou que ça soit juste une seule entité. Puis il y a d'autres, endroits dans le monde, hein, où globalement il y a aussi cette fragmentation, l'Afrique, l'Asie et cetera et donc on voit quand même des progrès, quoi. Mais clairement, je dirais, c'est l'accès au capital, oui, mais c'est pas complètement aussi une excuse et moi je mettrais plutôt la culture du risque en premier, l'accès au capital en deuxième et la fragmentation pour, les boîtes qui ont besoin d'accélérer ou de passer à l'échelle.
Alors effectivement, bon, la culture, c'est quelque chose qui revient, beaucoup, en fait, quand on parle de ces sujets, de pourquoi l'Europe fait pas aussi bien, voire mieux que les États-Unis. On cite souvent l'exemple très connu, on n'a pas de GAFAM ou alors, en fait, on a très peu d'équivalents. C'est-à-dire quand on lance, un équivalent, souvent c'est à beaucoup plus petite échelle. Il y a le cas de Mistral, dernièrement. Donc si on parle des boîtes IA Ouais, qui est une très belle réussite européenne et française, mais qui, en termes de capitalisation, en termes de d'écho culturel, si je puis dire, ne peut pas se comparer ou difficilement à Anthropic ou à OpenAI, alors que la technologie, est presque, comment dire, au même niveau finalement que celle de ses équivalents américains. oui. Après, je pense que c'est difficile de généraliser, tu vois? Sur l'IA, il y a le sujet, du capital et après il y a aussi le sujet de la stratégie, tu vois? D'entreprise, quoi. Quand tu prends OpenAI et Mistral, ils ont clairement pas, OpenAI pardon et Anthropic, ils ont clairement pas la même, stratégie sur ce C'est vrai. marché avec des résultats, aujourd'hui qui sont différents et donc si on fait parallèle avec Mistral, Mistral aujourd'hui, de ce que en tout cas moi j'en ai retenu, c'est que c'est plutôt une approche aujourd'hui orientée sur le B2B. Et donc en fait, la partie consumer aujourd'hui, elle est probablement un peu moins priorisée, en tout cas dans l'organisation. Il y aurait peut-être la place de faire, quelque chose sur ce segment-là par rapport à un OpenAI et puis après c'est aussi, comment se projeter à l'international. Donc, il y a aussi des questions quand même de stratégie, tu vois, de produits, des stratégies d'entreprise qui peuvent aussi parfois expliquer, les différences. Heu, Après, il y a aussi des questions, d'accès au capital, hein. Aujourd'hui, faire entraîner les modèles, ça coûte, ça coûte cher et donc c'est important d'avoir accès, pour l'IA en tout cas, l'accès à des sources de financement. Après sur d'autres secteurs technologiques, c'est un petit peu différent. Moi, je pense que sur la technologie, moi, je suis relativement optimiste. En fait, je me dis pas qu'investir en Europe, fait que c'est plus compliqué si tu as, la bonne idée, si tu as la bonne stratégie pour te projeter, mais il faut aller assez vite à l'international et il faut assez vite penser, global, tu vois, dès le premier jour, quoi. Alors oui, ça, effectivement, le fait de penser global, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Le fait que tu sois optimiste, c'est aussi très intéressant. Bon, je te cache pas que c'est une des raisons pour lesquelles, je tenais à t'avoir aujourd'hui, Ouais, dans le podcast, ouais, parce qu'on entend, on lit beaucoup, d'arguments, de prises de position, d'entrepreneurs, français notamment, qui disent que l'Europe, c'est quand même très compliqué en ce moment, qu'il vaut peut-être mieux lancer sa start-up aux États-Unis ou en tout cas envisager, de déménager aux États-Unis rapidement parce qu'en Europe, tout va plus doucement, que l'accès au capital est un problème, comme tu le faisais remarquer, ouais. que la culture du risque, n'est pas là, en fait. Donc autant de raisons finalement quand on écoute ces personnes, de se dire, l'Europe c'est un peu fichu et le match aujourd'hui sur la tech, c'est entre les États-Unis et la Chine. Alors ça m'amène en fait à, peut-être une, question un peu plus géopolitique, c'est-à-dire on dit aussi parfois que l'Europe est en train de devenir une colonie numérique ou qu'elle l'est déjà. Alors la formulation, est sans doute discutable, Ouais, mais il y a quand même une dépendance numérique qui est indéniable. C'est-à-dire quand on va dans une entreprise aujourd'hui, on utilise des logiciels Microsoft, des logiciels Google, les serveurs, enfin le cloud, c'est AWS ou Azure de Microsoft. Tu es bien placé pour en parler puisque tu ouais, connais ces sujets-là, parfaitement. ouais. Donc, est-ce que finalement, cette dépendance numérique, c'est pas un problème? Est-ce qu'on est condamné finalement à être que des consommateurs de technologies américaines? Alors, plusieurs choses. Moi aussi, j'aime pas forcément utiliser le terme de colonie numérique. Après, aujourd'hui, quand tu analyses, globalement le marché mondial de la technologie, je vais un peu sursimplifier, mais tu as 2 stacks. Tu as la stack américaine et tu as la stack chinoise. On va dire ça. Voilà, ça c'est un petit peu le constat et il est vrai que globalement aujourd'hui, l'Europe tourne majoritairement sur une stack, américaine. Voilà. Il y a Tariq Krim que je pense que tu connais, hein, qui Oui. parle souvent, des boîtes noires. C'est-à-dire qu'il y a la boîte noire du desktop, il y a la boîte noire du mobile, du cloud, de l'intelligence artificielle et quand tu regardes, en fait, ces différents éléments de, en fait, la stack technologique, c'est essentiellement, en fait, des technologies américaines. Donc aujourd'hui, oui, l'Europe tourne sur une stack, en fait, européenne. Après, il y a la question de qu'est-ce que l'Europe veut
pour, le futur, tu vois? C'est est-ce que l'Europe veut avoir sa stack ou est-ce que, l'Europe se dit: «Je continue à utiliser une stack, américaine et puis je me concentre sur un certain nombre de sujets, spécifiques, le quantique, la robotique, la biotech et cetera». Ça pour moi, en fait, ce sont des choix. Ensuite, si on revient à la première partie en fait de ta question, c'est, il y a des gens qui partent aux États-Unis en se disant, «L'herbe est plus verte là-bas plutôt que l'Europe parce que c'est plus compliqué» et cetera. En fait, il y a 2 sujets, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? Ça dépend vraiment du projet entrepreneurial que tu veux avoir et ensuite de te dire où est-ce qu'il est mieux de commencer. Si tu as une vision, globale, c'est-à-dire, je veux créer, je vais prendre un exemple, je sais pas moi, le meilleur CRM du monde, par exemple, en fait, tu dois te poser la question: «Quel est l'endroit il faut que je commence pour, arriver à mon objectif?» Et parfois, ça peut être, en effet plus pertinent de commencer aux États-Unis. Il y a aussi sur certains autres sujets où tu dis: «C'est plus pertinent de commencer, mon entreprise en Europe». L'un des bons exemples qu'on voit dans l'actualité, c'est Yann Lequin, hein, qui a quitté Meta et en fait, qui crée une nouvelle start-up et tu vois dans les critères de décision, j'imagine que c'est pas le seul, mais il y a dans ces critères de décision, c'est le fait de commencer en fait, cette entreprise, à Paris parce qu'il y a un vivier de talents et que ça permettra de faire un certain nombre de choses. Donc en fait, ça dépend aussi des projets. Mais après moi, si tu veux, quand j'ai réfléchi par exemple à mon projet entrepreneurial, je ne dis pas, c'est forcément les États-Unis le point de départ de tout projet entrepreneurial, tu vois? Je dis que c'est un peu au cas par cas et après ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, de ton objectif, quoi. Oui, alors moi je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire que si on se dit que, enfin les États-Unis ont des atouts indéniables, hein, on va pas le nier. Mais Ouais. si on se dit que, on ne peut rien faire de valable en fait, bah, sauf si on s'expatrie là-bas, c'est un petit peu triste et puis c'est surtout, pas vrai. Puisqu'effectivement le retour d'Yann Lequin en France, c'est un bon message je trouve. L'émergence de Mistral aussi. Alors on cite toujours Mistral en exemple, mais c'est vrai que Mmh. c'est une des réussites récentes donc, voilà, on a envie de les mettre en avant. Je pense qu'il y a aussi toutes sortes de startups qui marchent très bien, qui sont peut-être pas des géants, comme OpenAI ou Google, mais qui, mine de rien, ont prouvé leur valeur. Je parle de la France, mais c'est vrai aussi pour l'Europe, notamment sur les entreprises de défense, où il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Après, ce que je veux dire, c'est que même si tu démarres en France ou en Europe, ça ne t'empêche pas d'avoir quand même une stratégie qui prend en compte le fait qu'à un moment, il va falloir se battre sur sur les marchés mondiaux. Tu vois? Donc en fait, il y a le point de départ et puis il y a quand même quand je disais qu'il faut penser global dès le premier jour, ça veut dire que bon, tu peux commencer en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, mais ensuite, c'est si le projet, c'est de se dire, c'est de s'étendre, il faut que ta stratégie, elle soit quand même alignée avec ça. Après moi, tout mon temps que j'ai fait chez Google, j'ai travaillé avec des équipes, aux États-Unis, en Inde et je l'ai fait depuis, Bordeaux, depuis ce même bureau, où on enregistre ce podcast. C'est possible aussi, de piloter, des équipes à l'international, tout en restant, en France et cetera. Donc tu vois? Moi je suis beaucoup moins sur, il faut aller, là-bas pour réussir et cetera. Il y a un aspect qui est quand même assez spécifique, c'est qu'il y a certains clusters dans le monde où il y a une concentration de talents, de capital, d'opportunités, tu vois? Et donc la Silicon Valley, c'est le bon exemple, c'est que tu peux pas nier le fait que quand tu vas là-bas, ça va beaucoup plus vite sur certains sujets. Tu as accès à des opportunités, tu es au courant de l'actualité un peu plus facilement que dans d'autres clusters dans le monde. Donc ça, pareil, c'est qu'il faut que tu prennes ça en compte dans ta stratégie en te disant: «Si je reste, en Europe, à Bordeaux, je serai peut-être un peu moins exposé» et après tu peux mettre en place, des moyens pour t'exposer sans être, sur place. Ce que je fais moi, par exemple, tu vois, pour ma veille technologique, quoi. Je suis câblé, en fait, à des gens qui, sont dans cet endroit-là pour pouvoir quand même, capter certains signaux sans forcément se dire, que je prends femme et enfant et puis je vais à San Francisco. Voilà, mais c encore une fois, il faut que ton plan prenne en compte, les avantages et les inconvénients de créer, un projet, à un endroit ou à un autre. Oui, c'est une question de stratégie, si je résume ce que tu dis, c'est de bien prendre en compte
l'aspect global, en fait, de ta startup. C'est un truc qui était reproché d'ailleurs à certaines entreprises françaises il y a encore quelque temps où, Ouais, on considérait finalement que le marché français et puis, quelques marchés européens. Quand je dis, ça peut être quelques pays européens, l'Allemagne, voire le Royaume-Uni, et on oubliait en fait la dimension globale du projet. ouais, ouais Alors i et Oui, vas-y, je t'en prie. ouais, donc moi, je suis plutôt alors après, c'est parce que j'ai été exposé à ça, c'est que les produits que j'ai développés, les designs que je faisais, on le faisait pour le monde entier. Donc en fait, ça fait qu'en effet, même si tu as un petit bout de projet, en fait, tu le penses quand même, tu le penses, global et puis rien ne t'interdit en tant qu'entrepreneur de te dire que ce que tu veux va réussir et donc de se poser la question si ça doit réussir et si ça doit s'étendre, bah, comment ça va se faire, quelles sont les possibilités, quels sont les moyens, et cetera. Voilà. Mais encore une fois, tu peux créer depuis la France, depuis l'Espagne, depuis le Portugal. Moi, personnellement, j'y crois. Après, il faut penser à la suite, assez rapidement. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on fait en Europe, qui nous caractérise. Alors je vais reprendre une formule un peu caricaturale, Ouais, mais on dit que l'Amérique innove, que la Chine copie et que l'Europe régule. Alors c'est très caricatural parce que je veux dire, je pense qu'il y a de l'innovation partout. Je pense que tout le monde copie un petit peu tout le monde. Mais c'est vrai que par contre, on est quand même, peut-être pas les seuls à réguler, mais les seuls à le faire comme on fait. Et il y a 2 discours très tranchés sur la régulation européenne. Donc, pour citer que quelques lois récentes, que tout le monde connaît, il y a le RGPD, le DMA, le Digital Markets Act, il y a l'AI Act récemment, il y a eu le règlement MiCA sur les crypto-assets. Donc tout ouais. ça, c'est la régulation européenne qui permet, enfin la promesse, c'est de dire qu'on va évoluer dans un cadre, structuré, serein, avec des règles qui s'appliquent à tout le monde. Mmh. Hem Et il y a des personnes qui vont dire que tout ça, c'est formidable parce que ça nous permet déjà eh bien, de tenir un peu la dragée haute, aux GAFAM américains et de leur montrer, que, bah, c'est pas tout à fait le Far West en Europe. Et puis il y a des personnes qui vont te dire que tout ça bride la croissance, que c'est pour ça qu'on n'a pas d'entreprise, ou en tout cas de start-up qui émergent aussi rapidement qu'aux États-Unis et qu'on marque un peu un but contre notre camp avec toutes ces régulations. Alors, comme souvent, je soupçonne que la vérité soit un petit peu entre les 2, parce que ces discours très tranchés, derrière, il y a souvent des partis pris, là aussi très tranchés. C'est Ouais. quoi ta vision, toi, en fait, de cette régulation européenne? Hem, Moi, j'ai un avis aussi assez tranché, c'est qu'on a quand même pas mal de réglementations, hein. On aime bien ça. On aime bien ça, oui. On aime bien ça et surtout pour moi, c'est, typiquement, ça fait 2 ans que, je lis tout ce qu'il faut lire sur la souveraineté numérique, mais vraiment dans le détail. Les rapports, les lois, les réglementations, voilà, tout ce que tu veux et en fait, un des constats souvent, je me dis, c'est que ça part toujours d'une bonne intention. Toujours. Ça passe tout le RGPD, DMA, DSA, ça part toujours d'une bonne intention. Mais en fait, après, il y a l'intention et après, il y a la réalisation et après, surtout, il y a l'impact que ça a derrière. Et en fait, on peut pas négliger le fait qu'aujourd'hui, si tu veux suivre toutes les réglementations, tu veux les appliquer, les mettre en œuvre, c'est, assez franchement, c'est assez compliqué. Donc moi, je suis pas forcément un grand fan de l'empilement des réglementations et moi, du coup, ce que je fais, c'est que quand il y a des réglementations, j'essaie surtout de comprendre les intentions, les bonnes pratiques qui sont derrière, en fait, pour s'en inspirer, mais en fait, ne pas tomber dans, ce que typiquement dans le monde de la cybersécurité, on appelle ça le compliance theater, hein. Oui. C'est le théâtre autour de la conformité où il faut cocher, 40 000 cases et cetera, sans vraiment se poser la question de, tu vois, du bien fondé, en fait, de quel est l'objectif recherché derrière les, 40 cases, de ton fichier Excel que tu as reçu, parce que tu vas avoir un auditeur qui va passer pour voir que tout est bon, quoi. Donc moi, je pense, oui, franchement, il y en a beaucoup. 2, derrière, il y a, je dirais, les sous-jacents que je vois, c'est un, on réglemente parce qu'on a une aversion au risque. Voilà et là, tu l'as beaucoup vu, quand on a fait, l'AI Act là, en fait, en 2024, tout le monde écoutant disait, «Super, on a été les premiers à réglementer», alors qu'on avait du mal à avoir des GPU pour entraîner des des modèles, quoi, tu vois? Et donc en fait, il y a ce côté, ouh là là, cette chose, assez, puissante est en train d'arriver, il faut absolument qu'on mette, des garde-fous, parce qu'on sait pas ce que ça va devenir. Donc il y a quand même ce côté, tu vois, aversion au risque
risque qui est là avec la réglementation. Et après, moi, le deuxième sujet qui est plus problématique, c'est que je vois des gens qui pensent que réglementer, ça va résoudre le problème. Tu vois? Et ça, pour moi, je suis au fond très convaincu qu'en fait, c'est pas en réglementant qu'on résout un problème, c'est en produisant, c'est en créant, tu vois, des choses, quoi. Donc moi, je suis plutôt sur, créons des produits d'abord et réglementons après que l'inverse. Tu vois? C'est mon Alors, point de vue. je suis assez en phase avec ça. D'autant que la réglementation, c'est bien, je veux dire, on va pas, la condamner complètement, mais comme l'IA bouge quand même très, très vite et qu'elle est pas amenée à C'est ralentir, c'est vrai qu'en fait la régulation, risque d'avoir souvent un train de retard et que passer par l'éducation, passer par la création de produits et ensuite voir un petit peu quel peut être leur impact et corriger le tir, si besoin est, me paraît être plus sensé, on va dire, dans l'époque qui est la nôtre. il y a Hem, je voulais juste te dire, je t'en prie. il y a une anecdote là-dessus, c'est, j'ai vu ça sur LinkedIn, mais dans le monde de la cybersécurité, on a un certain nombre de, tu vois, de réglementations et notamment, il y en a une qui s'appelle, NIS2, qui est une réglementation au niveau de l'Europe. Nous, en France, on n'a même pas encore fait la transposition de NIS2, c'est toujours en cours. Et l'Europe vient de décider là en janvier d'une mise à jour en fait de son approche de la cybersécurité. Donc tu vois, en fait, c'est ce qui est marrant, c'est que tu vois, on est sur le train, l'avant-dernier train, on n'a même pas encore fini de mettre en œuvre les choses, que tu vas avoir un nouveau qui va arriver et puis en fait après ça va faire un peu effet boule de neige, quoi. Voilà. Et entre-temps, est-ce qu'on a concrètement, mieux sécurisé, les organisations ou pas? Ça reste un point d'interrogation. Ouais, alors c'est effectivement beaucoup de points d'interrogation et puis, on revient sur cette notion de d'appétence au risque qu'on a visiblement pas puisqu'on veut se prémunir en fait, de problèmes éventuels. C'est un peu le principe de précaution qu'on Ouais, applique, exactement. dans le domaine du médicament par exemple et c'est tout à fait sensé, mais où poussé à l'extrême, ça peut se retrouver, peut-être contre-productif. Ouais, Si on pousse en fait sur la question de la stratégie, parce que finalement la régulation, c'est notre stratégie européenne, en tout cas pour le moment. Il y a souvent aussi 2 alternatives. Alors là aussi, sans vouloir être caricatural, mais l'idée c'est, est-ce qu'on bâtit notre stack, comme tu le disais tout à l'heure? Ou est-ce qu'on essaie de s'intégrer finalement dans un écosystème, en l'occurrence ouais, l'écosystème américain, c'est 2 ouais, alternatives. ouais. Hem Parce que l'indépendance, finalement, elle a un coût, au-delà du coût, financier, bon, qui est réel, mais qui, je pense, est supportable parce qu'on a quand même des moyens en Europe. Mais Mmh. est-ce que c'est réaliste aujourd'hui de vouloir bâtir des infrastructures, c'est-à-dire, une infrastructure cloud? Parce qu'on n'en a pas, en tout cas pas de comparable à celle, des Américains, de Google, de Microsoft, et de d'AWS, Amazon. Ouais, Est-ce qu'on bâtit nos propres LLM? Là aussi, on en a, mais est-ce qu'ils sont capables de faire la course en tête? Ça reste à prouver. Ils sont pas trop mal placés. Je reviens sur Mistral, ouais, mais c'est un peu le seul. Est-ce qu'on va créer également, nos puces, c'est-à-dire un équivalent à TSMC, donc le producteur, enfin le ouais, le créateur de puces fondeur, taïwanais? taïwanais. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. En fait, ma question, c'est est-ce que notre retard est pas immense pour vouloir créer, notre stack? Est-ce que ça vaut le coup de le faire, en fait, aujourd'hui, en 2026? Ouais, donc alors il y a plusieurs sujets dans la question. En fait, souvent quand les gens disent: «Est-ce que c'est réaliste, ou pas?» En fait, souvent, j'aime bien challenger la question et en fait, en me disant: «Oui, mais au fond, c'est quoi l'objectif?» En fait, tu vois? À quoi ça sert d'avoir sa stack? En fait, tu vois, c'est ça. Pourquoi les Américains, ils font tout pour avoir leur stack? Ils pourraient très bien se dire aussi, «Bon, je vais aller prendre la stack de quelqu'un d'autre et puis, je me concentre sur autre chose». Pourquoi les Chinois se disent: «Je veux avoir ma stack?» Et en fait, c'est plutôt ça qu'il faut arriver à définir, c'est, tu vois, c'est quoi l'objectif? Et là aussi, ce que j'ai fait ça, en fait, la semaine dernière. En fait, c'est assez intéressant quand tu prends n'importe quelle, entité géographique dans le monde, d'aller et de regarder, de lire en fait leurs documents de stratégie nationale. Parce qu'en fait, ça te donne, tu vois, un peu, une compréhension de pourquoi ils font tout ce qu'ils font. Et le mérite, en tout cas, que je vois avec, les documents américains et chinois, c'est leur clarté. Donc, tu vois, dernièrement, les États-Unis, là, ils ont publié, leur, document de stratégie, nationale de sécurité, là, en novembre.
Alors, on n'est pas d'accord en Europe, parfois c'est même un peu effrayant quand tu lis le document, mais en tout cas, c'est clair, tu vois? Les objectifs qui sont poursuivis sont assez clairs. Pareil pour la Chine, ça fait 20-25 ans qu'ils investissent pour avoir leur stack parce qu'ils se disent: «Je veux être autosuffisant sur un certain nombre de secteurs, critiques et stratégiques et donc ça va nous prendre, 20 ans, 25 ans, mais on va investir tous les ans et puis on aura notre stack» et là, force est de constater que ils ont plutôt bien exécuté parce qu'ils arrivent à avoir des LLM, ils arrivent à avoir des clouds qui sont pas les 3 hyperscalers américains et cetera et donc l'Europe, la France, quel que soit, on va dire, le niveau, en fait, l'échelon de la collectivité que tu prends, en fait, il faut juste, en fait, arriver à se définir, tu vois? C'est quoi l'objectif, quoi? C'est quoi l'objectif d'avoir sa stack? Pourquoi c'est important d'avoir sa stack? Et après, en face de ça, tu vois, en effet, tu as 2 choix. C'est soit tu dis, heu l'effort que j'ai à faire là sur les 20-30 prochaines années est tellement important sur un certain nombre de sujets que je vais me concentrer sur, le changement climatique et sur la défense. Et par contre, sur le numérique, bah, on va rester sur une approche, de partenariat transatlantique, avec les États-Unis. Ou sinon tu dis: «Non, le numérique c'est critique, l'IA sera partout, donc il faut que je puisse maîtriser en fait cet élément critique, comme l'énergie, comme l'eau, et cetera et donc je dois être en maîtrise de cet élément-là et donc là, oui, il faut, investir et construire sa stack. Mais pour moi, c'est vraiment une question d'effort, et d'investissement, hein. Globalement, tu vois, pourquoi je parle du rapport Draghi, c'est qu'en fait, il montre que globalement, sur les 20 dernières années, on a beaucoup moins investi que les autres. Et en fait, la difficulté derrière, c'est que globalement, quand tu investis moins que les autres, et ben, à un moment, quand il faut investir, ça fait un peu plus mal, quoi. Voilà, l'effort chinois, tu vois, il est fait, depuis 20 ans, ils ont investi en continu. Nous, en Europe, on a investi, mais beaucoup moins que les autres. La stack américaine, ça aussi, parfois, j'en parle avec des gens, je leur dis: «Je me rappelle très bien, le lancement commercial de Azure, c'était en 2006». En 2006, on avait déjà OVH en France, par exemple. Donc en fait, si tu veux, les Américains, ils ont construit leur stack, ils ont investi dans leur stack. Après, ils ont des business models, des business existants qui leur ont permis, tu vois, de financer cette expansion. Mais fondamentalement, il y a bien heu, des des capitaux qui ont été mis pour, développer la stack et pour, l'exploiter. Donc en fait, si, l'Europe, veut sa stack et ben, il faut investir, pour faire. Après, est-ce que c'est possible? Moi, la réponse, est clairement oui, hein, on a des gens en Europe, qui savent faire du cloud, qui savent faire de la base de données, qui savent faire, des LLM, on a même des entreprises, qui, sur le secteur des semi-conducteurs savent faire. Donc, c'est possible. Après, pour moi, c'est plus une question de choix parce que, encore une fois, tu as quelques grands sujets, dans les, décennies à venir et faut y mettre l'argent, quoi. Oui, c'est comme la défense finalement, pour lequel on veut avoir cette autonomie stratégique. On en parle pour l'Europe et on a quand même des atouts, à faire valoir, notamment en France, puisqu'on a des Mmh, entreprises de défense comme Dassault, Thales et d'autres, qui sont des références en fait dans leur secteur. ouais. Dans le numérique, c'est moins le cas, Mmh. mais effectivement, il faut avoir une vision de long terme et mettre les moyens parce que c'est toujours ça, au-delà de la compétence, il faut la volonté politique, il faut la capacité du monde du business en fait à se positionner, à se mobiliser et derrière tout ça évidemment des moyens financiers. Ouais, je peux donner une conviction forte là-dessus, moi, que j'ai, c'est, pareil, c'est comme ça fait 6 ans que je suis là-dedans. Souvent, quand j'essayais de faire une blague, je disais que le sujet de la souveraineté numérique, il est assez simple, c'est, qui va payer? En gros, c'est 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 globalement, ça se résume à ça. C'est quand tu vois, en fait, toutes les discussions, la question, en fait, c'est qui va payer? Et donc, en général, qui va payer? Il y a pas 40 000, il y a pas 40 000 solutions, hein, tu vois? C'est soit ce sont, les entreprises privées. Tu vois, typiquement, quand tu as des appels des gens à ce que, les grandes entreprises, est-ce que les grands donneurs d'ordre, en fait, favorisent, les entreprises européennes et cetera? La traduction, en fait, concrète de ça, c'est quoi? C'est que il faut que dans ton budget technologique, globalement, soit tu alloues une part
des acteurs, domestiques, locaux, ou bien que tu acceptes aussi de faire l'effort quand, les solutions sont un peu plus chères parce qu'il y a un surcoût qui va aider les gens à investir, pour, augmenter la maturité de leurs produits. Mais donc ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un à la fin qui va devoir en fait, payer en fait cette montée en gamme ou cette expansion-là, et si ce sont pas les entreprises à un moment, bah, ce sont les impôts parce qu'on va demander à Bercy de faire des chèques pour soutenir des acteurs. Voilà, donc tu vois, après la capacité à faire, vraiment la capacité ingénierie, technologie, la France, l'Europe a tous les experts que tu veux sur tous les sujets, hein. Les Français dans la tech, il y en a partout, hein. Vraiment, vraiment partout. Donc en fait, c'est pas un problème de savoir-faire, c'est juste pour moi, c'est une question de capacité. Donc je dis souvent qui va payer. Oui, alors qui va payer et qui va avoir le courage finalement de mettre ce sujet sur la table puisqu'il y a pardon, des échéances électorales qui arrivent très prochainement et j'espère qu'on va débattre du numérique, de l'IA, de son impact, de comment ça transforme la société, même si j'ai un petit doute puisqu'on risque d'avoir les sujets, habituels qui sont pas évidemment négligeables parce que, c'est vrai que la technologie peut sembler un peu loin des gens parfois, mais c'est quelque chose je pense qu'il faudrait mettre sur la table. Hem, on n'en est pas là en fait, pour le Ouais, moment. alors moi, tu vois, je suis presque sûr que ça sera pas le cas parce que en fait, tu vois, le bon exemple, c'est quand tu étudies l'exemple chinois, c'est qu'en fait, ils ont commencé il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais un peu un retour en arrière, c'est la capacité que la Chine a à faire des LLM. La personne qui a 20 ans a décidé qu'il faut qu'on soit au top de la technologie, il est plus là pour voir les fruits en fait, de ses décisions passées en fait, et là en fait, c'est clairement en fait un investissement, c'est on parle pas de quelque chose que tu vas faire où tu vas voir parfois le résultat, dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, et cetera. Donc il y a certaines choses qui sont très tactiques, très court terme, mais globalement, si tu dis: «Je veux avoir ma stack sur, les sujets principaux, on va dire, du numérique», ah, c'est de l'effort à long terme, et il faut surtout que ça soit continu, tu vois, sur sur 10 ans et pas, en dents de scie parce qu'en fait, voilà, bah, c'est bon, c'est de l'investissement à long terme, quoi. Voilà, et donc après, en effet, ça, c'est pas forcément très, très populaire de se dire: «Bon, on se lance dans quelque chose dont globalement, les résultats, tu vas les voir, vraiment dans 10 ans ou dans 15 ans», quoi. La Chine, elle a ça pour elle d'être, d'avoir cette capacité de se dire: «On va faire quelque chose et puis dans 15 ans, ça va porter les fruits». Moi, je me rappelle, tu vois, donc je suis sorti d'école d'ingénieur, en 2006. Je me rappelle très bien quand, les Chinois avaient dit qu'on va faire un avion court courrier pour pouvoir, concurrencer, le 737 et l'A320. Tout le monde se moquait, hein. Les gens se moquaient en se disant: «Ah non, mais ils y arriveront jamais, c'est trop compliqué l'aéronautique, et cetera». Ils ont fait ça pendant 20 ans, et aujourd'hui, moi j'ai lu dans un article que le Comac, il avait déjà 30 de part de marché intérieur, chinois. Tu vois? C'est c'est cette capacité à se dire: «On va investir». Ça fait, du gros capex à mettre, tous les ans pendant, longtemps, et puis après tu as une capacité industrielle, tu as une autonomie, et cetera. Donc faut qui va payer? Oui, je pense que dans un premier temps, il faut se convaincre de notre capacité à faire, qu'on a Ouais, peut-être un peu perdu de vue, alors qu'on l'avait, il y a encore quelques décennies. Parce que si on parle de planifier à long terme, alors je suis d'accord que la Chine est très forte pour ça. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de débats qu'en France, donc ça aide de ce point de vue-là. Les c'est États-Unis sont aussi quand même, il faut le reconnaître, dans la continuité vis-à-vis de l'ascension de la technologie. ouais, Quand il y a une alternance, entre les républicains et les démocrates, il y a quand toujours une politique quand même très pro-business, ouais, très pro-tech, mmh, qui se confirme en ce moment. ouais, Mais en France, mine de rien, si on prend, l'exemple de notre pays, on a su faire, après la deuxième guerre mondiale, dans les années 50-60, des grands projets industriels. On a fait le nucléaire, on a eu le programme Concorde, on a eu le TGV. Alors c'est un peu vintage tout ça aujourd'hui, mais c'est ça le problème, c'est ouais. oui, mais c'est la preuve quand même qu'on a su le faire il y a, 50 ans, voire plus. Donc c'est quand même sans doute encore possible aujourd'hui. Mais pour ça, il faut que les fonds alloués, en fait, à ces grands projets, industriels ou, technologiques aujourd'hui ne deviennent pas, en fait, des variables d'ajustement quand il faut une rallonge sur le budget ou quand on cherche un peu d'argent pour contenter, voilà, des personnes qui manifestent. Enfin, là, je caricature encore une fois, mais c'est aussi Ouais. un peu vrai, quoi.
Ouais, non, alors c'est vrai et puis après moi je suis quand même assez pessimiste, hein, si tu veux. C'est-à-dire qu'on tu vois? On a un haut commissariat au plan ou je C'est sais pas vrai, comment oui. ça s'appelle, tu vois? On a des choses comme ça et Ils font des donc rapports de temps en temps, donc je on est censé avoir des gens qui pensent sur les sujets à long terme et qui disent, voilà où il faut qu'on se positionne et qu'est-ce qu'il faut allouer et cetera. Donc moi je suis relativement en fait, j'attends pas forcément à ce que ça arrive de là et moi je parie plus pour l'initiative, tu vois, privée. Voilà, les entrepreneurs, des gens qui vont avoir des idées, puis qui vont arriver, à créer des dynamiques parce qu'aujourd'hui, ouais, le pays, il y a quand même beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de problèmes, hein. Quand tu vois le budget, comment c'était compliqué d'accoucher quelque chose. Alors aller dire qu'il faut mettre 20 milliards sur la table, tous les ans pour, construire, une infrastructure numérique, pour le pays, c'est un peu plus, tu vois? C'est vraiment pas simple, quoi. Donc c'est, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, l'Europe est vraiment à la croisée des chemins parce que, encore une fois, je te disais, les gros sujets qu'il y a, c'est pas des petits sujets et donc, il faut faire ça bien, sérieusement à l'échelle et en même temps, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à se dire, on va investir, à long terme, sur tel ou tel sujet. Après, moi, je suis comme toi, je pense qu'on a zéro problème de compétences et après, je suis même pas sûr qu'on a un problème de financement. Voilà, il faut juste, parfois aussi arriver à flécher sur, des sujets un peu plus risqués que le livret A. Ouais. Alors en effet, et pour ça, heureusement, il y a des entrepreneurs qui prennent donc des initiatives, qui livrent le combat, on va dire. Et donc voilà, petite transition vers ta mission à toi, ce que tu fais donc avec Sovereignty, qui est ta startup. Ouais. Donc explique-nous le rôle que tu joues en fait dans ce combat-là, le combat de la souveraineté donc. Pourquoi est-ce que c'est crucial finalement de posséder, ses propres outils de souveraineté? Ça, on en a déjà un petit peu parlé, mais en fait, quel rôle, tu penses jouer en fait dans ce combat-là? Alors, première chose, moi, j'ai pas de combat. Il y a aussi une chose un petit peu que c'est pas que je reproche, mais si tu veux, c'est que dans le débat sur la souveraineté numérique ou autre, tu vois, on est tout de suite dans du vocabulaire soit un peu guerrier ou sur des choses de ce genre, quoi. Moi, en fait, je ne dis pas que je mène un combat. En fait, par contre, j'ai une thèse, tu vois? Ma thèse, moi, c'est simplement de dire que pour être pertinent à l'avenir, il faut faire 2 choses. Il faut que tu continues à innover et moi je parle toujours de ça en premier. Et il faut aussi que tu puisses garder le contrôle, à l'échelle. Mais il faut faire les 2. Voilà, donc ça, en fait, c'est la thèse, en fait, que moi je défends avec la création, tu vois, de mon entreprise. C'est d'aider les gens, en fait, à trouver, le chemin de passage pour pouvoir faire les 2 en même temps et pas que seulement une chose. Tu vois, par exemple, ça me surprend toujours, en fait, quand tu peux regarder des débats autour de la souveraineté numérique et en fait, tu vas avoir, 30 minutes de débat, on va parler de contrôle, on va parler d'accès aux données, on va parler, tu sais, de mettre des forteresses, des barricades et cetera. À aucun moment, personne ne se dit: «Et en faisant ça, c'est quoi la conséquence sur la performance? C'est quoi la conséquence, sur l'innovation? C'est quoi la conséquence, tu vois, sur les coûts?» En fait, il y a une chose aussi qui là aussi c'est assez frappant, c'est que parfois tu peux voir des émissions sur la souveraineté numérique et à aucun moment il y a quelqu'un qui dit, combien ça coûte ou, comment ça se finance et cetera, tu vois? C'est-à-dire qu'on est toujours en fait dans cette approche vraiment c'est il faut qu'on contrôle, il faut qu'on développe nos capacités, il faut qu'on sécurise et cetera, mais en fait on oublie de parler aussi, de l'aspect innovation et de l'aspect coût. Or en fait quand tu t'intéresses à ces sujets, quand tu t'intéresses aux gens qui décident, comment les gens décident, en fait, les gens ne décident pas en silo en se disant juste, «Je vais contrôler, je vais contrôler, je vais contrôler et puis je prends une décision». Non, en fait, c'est toujours, en fait, un arbitrage entre, 3 choses, entre, l'innovation, le contrôle et aussi, le coût, l'investissement que ça voilà et donc moi, dans ma startup, ce que je fais, c'est qu'en fait, on fait les 3 en même temps.
Alors oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les débats et moi je te rejoins là-dessus, on est beaucoup dans l'intention. Donc l'intention, c'est bien parce que c'est gratuit en fait, ça Ah, coûte rien. ça coûte rien. On explique que voilà, il faut, se prémunir contre, les acteurs étrangers, qu'on va OK. réguler, que ceci, que cela. Très bien. Après donc on n'explique pas vraiment comment, on n'explique pas le coût qu'il y a derrière, c'est-à-dire le Exactement. coût de performance, de compétitivité et je pense peut-être que, on l'explique pas parce qu'on l'a pas suffisamment pensé, parce qu'on n'a peut-être pas mis des chiffres en fait, ou en tout cas de vrais jalons en fait en face de ces intentions. Donc toi, tu fais tout ça à la fois. Comment ça se traduit concrètement en fait pour tes clients? C'est-à-dire qu'est-ce que tu leur apportes, concrètement? Ouais, donc en fait, si tu veux, la mission, c'est quoi? C'est de se dire, travailler en fait avec les leaders technologiques dans les organisations et surtout ceux qui veulent, tu vois, allier ces 2 sujets, l'innovation et le contrôle. Et donc après, si tu veux, le focus de ce qu'on fait, c'est quoi? Il y a un certain nombre, en fait, de paramètres que tu ne contrôles pas. Tu vois, l'évolution de la situation géopolitique, dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois, franchement, personne n'est capable de prédire, est-ce que, monsieur Trump, va bien se lever, demain matin? Qu'est-ce qui va se passer et cetera? Donc en fait, il y a un certain nombre de sujets qu'on ne contrôle pas. Mais quand tu es dans ton entreprise, en fait, quels sont les éléments sur lesquels tu peux agir qui font que, tu vas quand même rester en contrôle et tu vas quand même continuer à pouvoir exercer, l'activité économique principale de ta structure. Voilà, donc en fait, 3 choses. Un, plutôt que de dire, on va se lancer dans le combat pour la souveraineté numérique, moi, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est: on oublie les grands mots, on se concentre sur des choses très pragmatiques et la première chose, c'est: est-ce que tu comprends, tu maîtrises tes dépendances et tes risques? Voilà, ça, c'est le truc, vraiment de base, très opérationnel qu'il faut savoir. Donc en fait, il faut être en capacité de dire: «Bon, OK, il y a la souveraineté numérique, il y a la géopolitique, mais moi concrètement dans mon organisation, explique-moi, très, très rapidement, c'est quoi tes dépendances et tes risques?» Voilà. Ça démarre toujours par là, parce que si tu sais pas faire ça, globalement tout le reste, ça sert à rien. Ensuite, le deuxième sujet, c'est de se dire: quelles sont les options sur la table? Tu vois? C'est vraiment, pas, il faut qu'on investisse, dans l'Europe et cetera. C'est quelles sont tes options technologiques qui sont sur la table? Et en général, il y en a pas 46 000. Il y en a 2 ou 3 à chaque fois, quelles que soient les technologies, quel que soit ton état de maturité, il y en a 2 ou 3. Et donc en fait, il faut que tu sois aussi extrêmement clair sur quelles sont tes options technologiques. Et après, moi, la troisième chose, et c'est vraiment pour ça, en fait, que j'ai démarré, en fait, cette entreprise, c'est, je me dire, c'est, il faut décider. Tu vois, c'est, en fait, il faut décider. Et donc, en fait, moi, en fait, toute la thèse et tout ce que je fais, en fait, c'est vraiment centralisé sur comment, en fait, tu décides. Voilà, comment tu décides une option ou une autre. Il y a certaines entreprises, en regardant tous ces éléments, vont arriver à la conclusion que notre meilleure option, c'est de rester sur, du cloud US en mettant un certain nombre de contrôles en place, de mitigation parce qu'on n'a pas les moyens de transformer, notre système et cetera. Il y en a d'autres qui vont se dire: «Moi, j'investis, je fais le choix de, déplacer, des composants, de mes infrastructures actuelles vers, des infrastructures, d'un acteur, souverain européen. Ça va me coûter tant, ça comporte un certain nombre de risques, mais à long terme, pour mes activités, ça fait sens». Mais donc ouais, on se focaliser vraiment sur la décision. Et là, pareil, il n'y a pas non plus, 40 000 options qui sont sur la table. Et donc moi, j'ai passé, tu vois, 9 mois à construire, en fait, ce que j'ai appelé, en fait, un playbook, en fait, qui te permet de passer par, globalement 4 grandes étapes qui te permettent de dire: «Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans la situation actuelle? Est-ce que je peux assez rapidement, en fait, me dire, voilà, est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je fais évoluer, mon infrastructure?» Oui, alors ce qui est frappant dans tout ça, c'est que tu pars du réel, en fait. C'est qu'on Ah n'est non, mais pas dans ah non, l'intention. ah non, pas dans l'intention. On n'est Donc pas dans les principes de dire, non, pour ou contre les non, GAFAM, pour ou contre, la technologie américaine, la technologie chinoise. C'est qu'on dit: «Qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui est à ma disposition aujourd'hui par rapport à qui je suis comme entreprise? Est-ce que le business dans lequel je suis et quels sont mes objectifs à moyen et long terme?» ouais.
Et surtout, si tu veux, c'est que et ça m'est venu d'où? C'est que, bah, globalement, que ce soit chez Google ou même dans ma carrière avant, c'est que j'ai travaillé avec des DSI, j'ai travaillé avec, des RSSI, des responsables de systèmes de sécurité d'information. J'ai moi-même fait des appels d'offres, j'ai travaillé avec les gens de l'écosystème et en fait, moi, je me suis vraiment focalisé sur comment les gens décident. Parce qu'en fait, tu peux dire, tout ce que tu veux sur, il faut qu'on ait de la souveraineté, numérique. À la fin des fins, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui décident de mettre en œuvre des projets, des nouvelles technologies, et cetera. Et donc en fait, mon entreprise, elle est vraiment orientée autour de cet, acte de décision-là et je suis en train de préparer un certain nombre, de ressources, de produits, de services qui viennent, soutenir tout ça. Mais en fait, le point important fondamentalement, c'est moi, en gros, je dis: «C'est comment on fait?» tu vois? C'est on rentre dans le concret, on n'a plus besoin de conférences, de white paper, de réglementation, de labels. C'est tu vois? C'est comment on fait aujourd'hui si tu dis: «Bah, OK, je veux privilégier des technologies européennes». OK, comment tu fais aujourd'hui? Tu vois? Ça, c'est un exemple, tu vois, qui me fait souvent rire, c'est quand je vais sur LinkedIn, c'est je vois plein de posts sur, moi j'appelle ça les sovereignty shopping list. Tu vois? C'est-à-dire on te dit, voilà les alternatives, européennes aux Oui, alternatives américaines. J'ai dit: «Non mais c'est bien, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, dans la vraie vie, je suis DSI, d'une boîte de 1000 personnes, je prends pas un tableau sur LinkedIn et puis, c'est bon, on y va», tu vois? Donc en fait, le moi, métier serait plus facile ce sinon. serait Je pense que ça beaucoup de gens pourraient être DSI. voilà, donc en fait, moi, en fait, c'est que moi, je veux pas faire, voilà, on arrête tout le monde arrête Outlook, on va sur, Proton ou je sais pas quel autre, email européen. Ça, c'est facile. Mais un DSI qui a une boîte de 1000, 5000, 300 000 quand j'avais, quand j'étais chez Google, à des clients, c'est tu vois, c'est comment tu fais concrètement? Voilà et donc en fait, moi, mon travail, c'est de faire que ça soit plus facile, plus rapide pour les gens, en fait, de décider, comparer et puis prendre des décisions. Et après, encore une fois, c'est moi, je suis pas manichéen, je suis pas c'est on reste, tous, chez les clouds américains ou, on sort des clouds américains. C'est qu'en fait, les situations sont vraiment différentes. Encore une fois, il y a certains business aujourd'hui qui sont très peu critiques, qui sont en taille très faible, où globalement, ça vaut pas forcément le coup de se dire de sortir de là où ils sont aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir entendre, parce que la criticité est faible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en France, hein. En France, si tu regardes vraiment, la doctrine, cloud au centre et cetera. En fait, ce qu'on dit, c'est on dit: «On a un secteur qu'on appelle sensible», donc quelle que soit la définition de sensible et on dit: «Pour cela, on va dire 20 de l'économie, eux, ils ont droit à, des réglementations et des règles plus strictes et donc on va mettre en place des choses plus strictes et pour tout le reste, c'est moins sensible et on met en place, des règles moins strictes où on leur dit: «Bon là, vous utilisez, globalement ce que vous voulez». Donc on fait déjà entre guillemets de la classification parce que, tout ne se vaut pas, dans la vie, quoi. Donc, là, c'est pareil, c'est, quand tu veux faire de la souveraineté numérique européenne, c'est tout ne se vaut pas et il faut que tu aies, une capacité de dire, quelles sont les deux trois options et encore une fois, je te dis, il y en a pas 40 000. Donc ça aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que tout le monde te dit: «Ah non, mais c'est très compliqué, il y a plein d'options et cetera». En fait, c'est pas très compliqué. Il y a que 3 approches en termes de produits. Tu n'as que 2 ou 3 approches en matière de contrôle et donc il suffit de connaître les approches et après tu les répliques sur, tous les domaines technologiques. Oui, alors effectivement, je pense qu'il faut déterminer le degré de souveraineté qu'on souhaite atteindre en fonction de la criticité de son business, en fait, de ce qu'on fait. Je pense qu'on n'a pas le même besoin de souveraineté si on est une entreprise de défense que si on est une PME qui fait, je ne sais pas, qui manufacture, des produits de grande consommation. Exact. Voilà et je pense Mmh. que ça vaut pas le coup dans ce cas-là de se passer complètement de grandes entreprises étrangères ou alors c'est vraiment un choix, idéologique mais qui n'a pas de vraie traduction concrète, en fait. Ouais, alors après, alors 2 choses que je veux dire, Julien, c'est alors déjà moi, alors aussi une des spécificités, c'est que moi, dans mon entreprise, alors le nom, c'est Sovereignty. Après, à l'intérieur, on parle de contrôle. Moi, en fait, ce que je dis aux gens, je dis: «C'est bon, oubliez le mot souveraineté numérique, parce que c'est très chargé et cetera». On oublie un instant. La question, en fait, que vous devez vous poser, c'est: «Qu'est-ce que vous voulez contrôler?»
Et en fait, quand tu te poses la question de: «Qu'est-ce que je veux contrôler?» c'est beaucoup plus, tu vois, opérationnel, c'est beaucoup plus pragmatique que, tu vois, des grands discours sur l'avenir de du pays en 2050, quoi. Et donc en fait, c'est qu'est-ce que tu veux contrôler? Et en fait, après, tu te poses la question. Et donc si tu prends l'exemple de ta petite entreprise, de manufacturing, du retail, le cabinet d'expertise comptable, de 10 personnes et cetera. La question, elle reste la même, c'est qu'est-ce que tu veux contrôler? Qu'est-ce qui est sensible pour toi, pour ton business et cetera? Bah, un exemple très concret, c'est, alors j'ai fait une étude là pour un cabinet d'expertise comptable là récemment où, globalement c'est, ben, dans l'ensemble de tout, le périmètre informationnel, ben, les données, clients, ça c'est un actif, critique pour cette petite boîte. Et donc en fait, tu vas regarder, OK, bah, pour cet, actif critique-là, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour que tu restes en contrôle? Voilà. Et donc ça peut prendre, un certain nombre de moyens, tu peux chiffrer, tu peux déplacer et cetera. Mais tu vois, c'est beaucoup plus opérationnel et concret que, de faire le grand discours sur la souveraineté numérique, quoi. Ouais. Et donc en fait, j'ai développé un certain nombre d'outils comme ça, vraiment pratico-pratiques pour que les gens, en fait, assez rapidement, ils en viennent à des choses vraiment très, très concrètes. Et puis on va en faire beaucoup plus, que je vais publier assez rapidement, pour que les gens puissent utiliser, quoi. Mais encore une fois, c'est comme les Américains, ils disent, hein: «Il n'y a pas de one size fits all». C'est c'est à chaque fois, C'est moins vrai que jamais en effet, oui, ouais, ouais. Ici, voilà. Sur la question justement donc de la souveraineté au sens large, est-ce que l'open source, ça peut être une solution? Parce qu'on voit beaucoup de modèles d'IA notamment, très performants qui sont open source aujourd'hui, à tel point que, les frontières modèles, on aura peut-être plus besoin demain pour des tâches du quotidien, même des tâches professionnelles, c'est déjà sans doute le cas. Mmh. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça peut être une réponse justement, à ce besoin de souveraineté? Ouais, alors là aussi, donc, on va commencer par, le positif et après on va venir sur les choses que je vois où je me dis aussi: attention». C'est un, le côté positif déjà de l'open source, il faut le dire, parce que parfois je trouve que, les gens, en fait, ils l'oublient un peu, mais tu vois, à la base, open source, c'est code ouvert, quoi. Donc en fait, l'avantage de ça, c'est que tu vois ce qui est fait et tu peux expliquer ce qui est fait. Donc en fait, ça génère de la transparence. Et puis un autre, des aspects positifs, c'est que pour la partie, sécurité, c'est que ça permet à des personnes tierces, de tester ton code, de voir s'il y a des failles de sécurité et cetera. Donc en fait, même pour l'aspect, en fait, sécurisation, c'est l'open source, c'est bien. Après, la chose que je veux dire, c'est que par rapport à la souveraineté, pourquoi je te disais que je remplace souveraineté numérique souvent par contrôle? Parce qu'en fait, il faut que tu te poses la question, quand j'utilise de l'open source, est-ce que je suis en contrôle? C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, la question, elle reste toujours d'actualité, même si tu utilises un composant open source. Et en fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que l'open source, ça reste quand même une dépendance. Tu dépends d'un composant qui est open source, mais tu dépends toujours d'une brique, tu vois, technologique. Et si tu penses en contrôle, si tu penses en dépendance, eh ben, tu vas quand même te poser un certain nombre de questions qui sont valables, même si c'est de l'open source. OK, j'ai, intégré ce composant open source, c'est mieux, mais est-ce qu'il est maintenu? Est-ce qu'il est sécurisé? Par qui il est fourni? Et donc en fait, ça va rejoindre ensuite la question sur les LLM, c'est que tu vois la stratégie, la Chine a une stratégie, tu vois, de, mettre à disposition, des LLM, relativement, tu vois, performants, en plus à des coûts, qui sont, globalement, souvent, parfois 10 fois moins que les modèles, propriétaires américains. Mais il faut que tu te poses la question, c'est il faut que tu te dises: «C'est un composant open source, mais je me crée une dépendance avec l'acteur qui maintient, ce composant open source». Et donc parfois, ça n'enlève pas toutes les questions de contrôle, parce que quand tu vois l'acteur qui est derrière le composant open source, et ben, en fait, tu te poses un certain nombre de questions. Donc, open source, oui, pour la partie transparence, mais il faut pas oublier que ça reste une dépendance, quoi. Tu vois, c'est si tu remplaces une dépendance par une autre, mais que ça résout pas forcément ton problème de contrôle, t'as pas forcément progressé sur la partie, maîtrise de tes dépendances technologiques, voilà. Donc, il faut regarder, heu, chaque composant, tu vois? Donc quand je te disais maîtriser tes dépendances et tes risques, là, concrètement, bah, ça en fait partie. C'est, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui dans mon IT,
je dépends d'un gros projet open source sur lequel j'ai bâti, toute, ma stratégie data? Si la réponse est oui, et ben, tu as intérêt quand même à aller regarder que ce ce projet open source là sur lequel tu as bâti, en fait ton architecture, il est maintenu, il est sécurisé, il est maintenu par des gens dont les intérêts sont alignés avec les tiens. Il y a pas mal d'exemples aussi dans la communauté open source, de projets où il y a eu des changements, tu vois, de licensing qui ont fait que ça, parfois, peut mettre en difficulté, en fait, certains choix que tu as faits parce que tu t'es reposé sur ce composant. Donc il faut vérifier. Heu, Oui, si je résume finalement, quand on parle de souveraineté, qu'on soit un État, une grande entreprise ou une PME, comme tu le disais plus tôt, ce qu'on la question à se poser, c'est, qu'est-ce qu'on veut contrôler? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on veut qu'on veut contrôler? maîtriser? Quels sont les Tu risques maîtrises. en fait C'est ça. qu'on veut réduire au minimum? Ouais, Donc en fait, c'est ça les questions à se poser, les c'est comme questions ça qu'on définit en fait son degré de souveraineté. sont exactement. Parce que si je comprends bien, il y a pas de souveraineté ou, d'absence de souveraineté, c'est un Non, degré en fait de mais c'est un souveraineté degré. qu'on arrive à atteindre. Ouais, donc moi, tu vois, ce que j'ai découvert, c'est que alors un de mes anciens collègues, Thibaut, il se reconnaîtra, un jour, il m'a dit au café, il m'a dit: «Non mais tu sais, hein, la souveraineté numérique, c'est qu'une question de risque, quoi». Et donc en fait, quand il m'avait dit ça, à un moment, je me disais: «Mais tu simplifies un peu un peu la chose, quoi». Mais en fait, après, j'ai pris vraiment, en fait, son observation et en fait, j'ai creusé et en fait, ça rejoint vraiment ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, quelle que soit l'entité que tu prends, tu te dis: «Je dois exister, je dois continuer à fonctionner et mon activité, en fait, comporte, en fait, des risques». Et donc en fait, dans ces risques, il y a le risque technologique et donc en fait, je regarde ce risque et en fait, je me dis: «Qu'est-ce que je dois maîtriser? Est-ce que, j'ai mis suffisamment, des contrôles pour que je sois certain que, rien ne m'arrive?» et cetera et cetera. Mais en fait, c'est ça, c'est la traduction, tu vois, concrète et opérationnelle, de la chose. Et souvent, en fait, aussi, je dis aux gens: «Mais dans le monde industriel, je sais pas, quand tu fais de l'automobile, bah, ton fournisseur de pneus, c'est une dépendance critique, quoi». Tu vois ce que je veux dire? Absolument, mais Et c'est vrai. et donc en fait, tu vois, le partenariat que tu as avec ton fournisseur de pneus, c'est quelque chose que tu regardes, très précisément. Si mon fournisseur de pneus me tourne le dos, c'est compliqué et cetera. Et donc en fait, souvent je dis aux gens: «Non mais en fait, il faut traiter, le numérique comme si c'est une industrie», des choses qu'on sait très bien faire en Europe depuis des décennies et décennies. Et donc en fait, dans cette industrie, dans cette chaîne de valeur comme dans l'automobile, il y a des dépendances critiques. Il y a franchement ton fournisseur de boulons, s'il fait, faux pas, peut-être que tu pourras en trouver un autre, très, très facilement. Par contre, celui qui te fournit, le moteur, c'est un peu compliqué. Dans l'aéronautique, tu vois, les constructeurs de moteurs, Safran, Pratt& et Whitney et cetera, c'est des, fournisseurs critiques à l'aviation. Tu les traites pas de la même façon que, celui qui te fournit, des gobelets, pour, pour, heu, pour les clients dans l'avion. Donc en fait, c'est de la gestion de dépendance et de risque et puis après, tu fais ça, assez classiquement si j'ose dire. Très bien, bah, écoute merci, merci pour tout ça. Alors pour terminer peut-être parce que je vais revenir quand même avec le début donc de l'entretien. Ouais, On disait que pour certaines personnes, le match est déjà un peu plié entre les ouais, États-Unis et la Chine, qu'en ouais. Europe on est, voilà, on a raté le train et que maintenant c'est un peu trop tard. Quel message tu as envie de faire passer finalement, toi qui crées une start-up en France aujourd'hui, sur une question justement de souveraineté qui est, pour le coup très bah, tout à fait critique? Ouais. C'est quoi ton message pour, sur ce Moi discours-là? moi, j'ai un message à 2 niveaux, s au niveau, je dirais, un petit peu plus de la collectivité, c'est en fait, définir clairement, en fait, ce qu'on souhaite. Voilà, c'est sans ça, en fait, tout le reste, en fait, c'est de la discussion, en fait, c'est du bruit parce qu'en fait, on n'a pas défini ce qu'on veut et donc comme tu définis pas clairement ce que tu veux, c'est impossible de venir avec une stratégie claire, avec une mise en œuvre, de tous les chantiers qui vont bien. Donc ça, c'est au niveau de la collectivité et après au niveau plus, unitaire, élémentaire des organisations, voilà, en fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est Heu, oubliez les grands mots, concentrez-vous sur, ce que vous voulez contrôler et soyez sûr, sur ces sujets, de parler à chaque fois de 3 choses: l'innovation, le contrôle et puis parlons aussi, un peu argent, le coût, parce que personne n'évolue
sans contrainte. Et donc ce sont les 3 choses en fait qu'on fait. Voilà, donc c'est un petit peu le message que je veux laisser aux gens. Voilà, et donc après s'ils veulent en savoir plus sur, comment on fait ça concrètement au quotidien, très rapidement, sans se prendre la tête, et ben, restez informés. En fait, on j'ai quelques lancements là à venir dans les semaines qui arrivent, donc tout sera encore plus, illustré, matérialisé, par des choses que les gens pourront utiliser. Très bien, bah, écoute, le rendez-vous est pris. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement, pour ces lancements? C'est sur les réseaux? Alors LinkedIn principalement, voilà, vous allez sur LinkedIn, vous tapez Gelnoji, ou Sovereignty, SOVRNTI, et ben, vous me retrouverez là-dessus. C'est vraiment le canal que je suis principalement, donc voilà. LinkedIn pour me trouver, et puis, là vous verrez les lancements. Il y a plein de choses à venir. Très bien, mais super. Les liens seront dans la description, donc ton profil LinkedIn et puis le site de Sovereignty. Ouais, Merci encore pour, ton éclairage, en fait, sur cette non, merci à question, toi. super importante Ouais. et puis je te dis à très bientôt, Gelnoji. À très bientôt Julien, merci. Au revoir tout le monde.